Pas une semaine sans de nouvelles révélations sur la façon dont les services secrets américains auraient espionné leurs partenaires étrangers, dont de très nombreux dirigeants européens qui n'ont pas du tout apprécié. L'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, avait prévenu que les documents qu'il possédait allaient donner lieu à de nouvelles révélations. C'est chose faite. Voilà qui pose la question de la vulnérabilité de l'Europe sur le plan numérique. On en parle dans les nouveaux mondes de l'innovation avec vous, Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour Émilie, Et bonjour à avec tous. votre invité. Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Nicolas Arpagian, consultant expert en sécurité informatique. Alors, je vais tout rappeler. Vous êtes l'auteur du livre La cybersécurité, paru aux presses universitaires de France. Mais surtout, vous êtes directeur scientifique du cycle sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors, un certain nombre de révélations récentes. Et notamment que maintenant, des dirigeants européens, visiblement, auraient été à leur tour espionnés par la NSA américaine. On a cité le nom en premier d'Angela Merkel. Est-ce que François Hollande a pu lui aussi être espionné ? Selon toute vraisemblance, oui, parce qu'effectivement, quand on fait de l'interception de données, l'idée, c'est de récupérer de l'information venant de lieux de décision. Donc évidemment, selon toute vraisemblance, alors la seule chose, c'est que la question est du mode opératoire. Est-ce que c'est comme Angela Merkel, son téléphone personnel ? Est-ce que ce sont les tablettes ? On a en mémoire quand même l'attaque informatique contre les serveurs de l'Élysée il y a quelques mois. Il est vraisemblable aussi que la France fait partie des cibles de ces grandes oreilles américaines. Alors donc cette affaire Snowden dont on n'arrête pas de tirer les fils et qui n'arrête pas de révéler de nouvelles choses. Si on revient un petit peu à la base finalement, qu'est-ce qui est espionné ? Comment est-ce qu'un dirigeant est espionné dans ses conversations ? C'est quoi ? C'est le téléphone ? Alors, en fait, tout est bon. Tout ce qui est numérisé est bon à prendre, que ce soit les messages écrits, les SMS, les mails, également le téléphone. Ça marche essentiellement par logique de mots-clés quand il s'agit d'écouter des conversations au fil de l'eau, que ce soit des conversations écrites, donc par mail, SMS ou par conversation téléphonique. Mais également, ce que permet le programme, c'est également de cibler précisément quelqu'un par anticipation, de manière à conserver l'ensemble de ces correspondances. En fait, on peut utiliser à la fois la précision et également au fil de l'eau, mais c'est surtout ce qui permet également les métadonnées, c'est-à-dire les heures de connexion, le coordonnées de l'émetteur, du destinataire, c'est de comprendre aussi qui échange avec qui, et ça permet effectivement d'établir des cartes d'influence. Donc on peut avoir de l'information tant sur le contenu que sur les moyens de connexion. Alors évidemment, il y a plein d'implications politiques. Là, ce matin, avec vous, on va vraiment se concentrer peut-être plus sur l'aspect logistique, technique, etc. Est-ce que ça veut dire que finalement, nous sommes trop fragiles ? Est-ce que la France, même l'Europe, est trop vulnérable en matière de conversation numérique ? Alors en fait, historiquement, en matière de sécurité, de défense, la France était un pays producteur. C'est-à-dire que nous fabriquons nos avions, nos sous-marins, nos bateaux, nos chars, et donc on a la main sur les technologies. Là, la France doit prendre conscience qu'elle n'est qu'une puissance moyenne, une puissance utilisatrice, elle est cliente. Elle ne fait pour la large part utiliser des technologies qu'elle ne maîtrise pas. Et donc effectivement, c'est un certain retard, une certaine prise de conscience, et une grande partie des États européens sont dans la même situation. Nous sommes des utilisateurs. Effectivement, c'est une position plus fragile que celui qui tient la main dans le cadre des technologies militaires. Vous disiez que potentiellement tout peut être intéressant. Est-ce que tout peut être intercepté ? Alors tout, dès lors qu'il y a effectivement une numérisation, le problème c'est le cryptage, notamment le fait de cacher une donnée. C'est pour ça qu'on pourra et on devra inciter les décideurs à utiliser des communications qui seront robustes, c'est-à-dire que dont les clés de cryptage seront le plus complexes. L'idée étant effectivement que celui qui voudra lire ces communications devra y consacrer des moyens très importants. Donc ça peut retarder la prise de connaissance ou également voire rendre impossible. Alors la difficulté c'est qu'effectivement ça suppose de passer par des canaux sécurisés. C'est donc plus inconfortable. Ce sont souvent des interfaces moins fonctionnelles, moins fluides que celles qu'on a l'habitude d'avoir avec des téléphones comme des iPhones dans le grand public. Comment expliquer que ça ne se fasse pas déjà parce que c'est pas la première fois qu'il y a des soupçons d'espionnage, c'est pas tout à fait récent. Parce que la sécurité, c'est inconfortable. Justement, il faut utiliser des téléphones spécifiques. Ils sont souvent moins ergonomiques, même si on s'aperçoit qu'il y a des efforts. La France vient d'annoncer effectivement la commercialisation d'un nouvel appareil, notamment édité et produit par Bull. La seule chose, il coûte 2 000 € l'unité. Donc vous vous doutez bien que pour le diffuser à grande échelle, c'est des questions budgétaires. Donc là, on va être sur des éléments très pragmatiques. Oui, mais ça pourrait au moins équiper le président de la République. Bien sûr, mais c'est surtout que des lignes fixes cryptées avec des clés de cryptage extrêmement robustes, elles existent. La seule chose, c'est que la sécurité, c'est une pratique du quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conserver à jongler avec des tablettes, avec des téléphones mobiles. Il faut avoir cette discipline. Il n'est pas sûr jusqu'à
présent qu'il y ait toujours eu cette discipline et surtout cette discipline au quotidien, de manière à ce que justement il n'y ait pas de trou dans la raquette et que les interceptions soient poreuses. Ça veut dire que, par exemple, les ministres peuvent être parfois eux-mêmes imprudents. Récemment, il y a eu une espèce de rappel à l'ordre, hein, où on a quand même rappelé que c'était pas une très bonne idée d'envoyer des mails professionnels avec sa tablette ou son Bah, smartphone s'il y a eu personnel, rappel à etc. l'ordre, c'est que C'est qu'il y justement, avait il y un avait une problème. nécessité de le faire, parce que nous n'avons pas, nos dirigeants, d'ailleurs de la haute administration, n'ont pas une culture du numérique. Je vous rappelle que pour une certaine génération, alors qui est de moins en moins aux affaires, mais le fait d'avoir un ordinateur sur son bureau a longtemps été un échec. Ça signifiait qu'on n'avait pas d'assistante, qu'on n'avait Mhm. pas quelqu'un pour assurer son intendance. Donc effectivement, on est passé de cette distance, de cette absence de culture à je veux tout avoir sur ma tablette, je veux avoir mon application Facebook au même titre que l'intranet présidentiel. Évidemment, il faut de la culture numérique et ça oblige à beaucoup de modestie. Modestie pourquoi? Parce que on peut faire l'objet d'attaques lors d'opérations d'ingénierie sociale, de gens qui vont y trouver les mots de passe, les moyens d'interception. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une culture de la sécurité et qui est un exercice de tous les jours. Là, ce sont les États-Unis qui sont pris la main dans le sac. Est-ce que la France et l'Europe ne fait pas finalement la même chose de son côté? Alors évidemment, le rôle du renseignement, il existe dans tous les grands pays, qu'ils soient technologiques ou pas. Ce qui est certain, c'est que là, la démarche américaine a été révélée parce qu'il y a eu trahison. Sinon, effectivement, ça là, se passait dans une relative discrétion et impunité. La France procède aussi, simplement la France a deux particularités. C'est qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les industriels comme le fait les États-Unis avec Google, avec Facebook, Oui. avec IBM ou Microsoft, puisqu'elle ne dispose pas de ces relais-là et elle ne dispose pas des ressources humaines pour justement ensuite traiter, raffiner ces données. Et donc effectivement, elle le fait, mais de manière beaucoup plus ciblée, faute de moyens et faute d'avoir ce Mm. Et tissu ça ne fait économique. pas l'objet de discussions au niveau européen, entre partenaires européens? Non, parce que dans le numérique en général, comme vous l'avez remarqué, chacun reste chacun pour Mhm. soi. Dans le renseignement, on fait en sorte de conserver effectivement une nationalité, une souveraineté. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que ces outils sont utilisés à des fins de protection d'intérêts économiques. Et vous juste garder à l'esprit que dans les pays occidentaux de ces dernières années, les gouvernements n'ont jamais été battus pour des histoires de géopolitique, de diplomatie ou d'engagement militaire à l'étranger. C'est toujours parce qu'un taux de chômage monte, parce qu'une croissance est en berne. Et il s'avère que cet outil de renseignement sert également à du renseignement économique, soit pour préserver effectivement son avance, soit pour combler son retard, essayer de connaître les secrets des industriels. Et là, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'alliés, c'est chacun pour soi, c'est-à-dire que chaque pays qui peut être des alliés politiques se retrouve des compétiteurs, des concurrents économiques, et donc à ce moment-là, on met l'outil de renseignement au service de cette activité économique. C'est ce qui explique peut-être que les réactions de la France, de l'Allemagne sont assez molles finalement. Là, il est C'est question étonnant. de Elles, changer les règles elles du sont jeu. modestes parce qu'un appel d'ambassadeur, en plus l'ambassadeur actuel des États-Unis est plutôt sur le départ, il est en fin de mandat, on est là dans quelque chose qui est effectivement une symbolique, on peut appeler un ambassadeur, parce que aussi les Européens ne souhaitent pas non plus que les Américains révèlent un certain nombre de cas où ils ont pu voir des services de renseignement européens mener des opérations d'intrusion ou d'interception. Donc on est dans un jeu, ce qui est vrai, c'est que là où les Américains ont un avantage compétitif phénoménal, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur le réseau des entreprises américaines prestataires, fournisseurs de services, c'est le cas de Prism, avec cette règle que dès lors que 51% de votre capital est détenu par des intérêts américains, vous êtes soumis à la loi américaine. Et là, il n'y a pas de business, il n'y a pas de client que l'on sert en priorité. Comme l'a dit très précisément Marissa Mayer, patronne de Yahoo, si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison. Nicolas Arpagian, une dernière question brièvement. On parle beaucoup de cet espionnage-là aujourd'hui, mais en réalité, on sait que ça existe depuis des années. Bien sûr, en fait, le rôle des services de renseignement, c'est de trouver l'information où elle est nichée. Et donc, évidemment, vu ce que nous confions à nos téléphones, à nos emails et à nos tablettes, c'est logique, c'est évident. La seule chose dans cette affaire, c'est le caractère global et le caractère intense, c'est-à-dire que tous les domaines d'activité sont concernés, tous les moyens de communication sont concernés et que ce sont des partenaires diplomatiques avec lesquels on a des échanges apparemment amicaux dans le cadre de la géopolitique mondiale. Merci Nicolas Arpagian, directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et merci à vous, Jérôme Colombin. Chronique à retrouver en vidéo sur franceinfo.fr. Vous allez dans Actu, puis High Tech, rubrique Les nouveaux mondes de l'innovation.